Bonjour à tous, bienvenue à Média en scène sur le plateau de France Télévisions où toute la journée on reçoit ceux qui font le monde qui vient et aujourd'hui nous aborderons différentes thématiques comme l'environnement et les médias, les écritures immersives et l'intelligence artificielle. J'ai la chance de recevoir deux pontes de l'intelligence artificielle, chacun à leur manière. D'abord Luc Julia qui ne veut plus qu'on l'appelle le papa de Siri, mais c'est quand même bien le co-créateur de cette intelligence artificielle d'Apple. On l'a invité pour parler d'intelligence artificielle alors qu'il vient de commettre un livre qui explique que l'intelligence artificielle n'existe pas. Il va nous expliquer pourquoi dans un instant. Et en face de lui, pour compléter son discours, nous avons Éric Scherer qui est le directeur de la prospective et de l'innovation de France Télévisions, qui est également le responsable des médias, de la réflexion sur les médias dans le Hub France Intelligence Artificielle, qui essaye de réfléchir justement à l'utilisation de toutes ces technologies pour notre avenir et nos usages prochains. Luc Julia, à vous l'honneur. J'entamais cette discussion en expliquant que vous êtes une des références de l'intelligence artificielle et vous venez de publier un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Alors je vous pose la question, c'est quoi l'intelligence artificielle selon vous ? L'intelligence artificielle, c'est pas ce dont on parle depuis 7 ans maintenant à peu près. Depuis 7-8 ans, on nous rebat les oreilles avec un truc qui n'est pas l'intelligence artificielle. C'est Hollywood, c'est Robocop, c'est Her, c'est des films, c'est très joli, mais ce n'est absolument pas ce qu'est la science, c'est de la science-fiction. Mon livre, c'était juste pour remettre les pendules à l'heure, pour expliquer ce que c'est. C'est quelque chose de très intéressant, on peut faire plein de choses avec l'IA. On peut faire des choses intéressantes en médecine, en transport, pour la vie de tous les jours, mais c'est pas magique. C'est de la science. Il y a eu beaucoup de progrès effectivement ces 10 dernières années, mais c'est relativement simple, tout s'explique, c'est des mathématiques et des statistiques. Moi, si je prends la définition de l'intelligence artificielle, je me dis c'est comment finalement des 0 et des 1, un ordinateur peut réfléchir comme moi. Est-ce que ce sera le cas un jour ? Non, jamais. Absolument jamais. Donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, celle-là n'existera jamais. C'est-à-dire que c'est comme nous, si on croit qu'on va avoir quelque chose qui va être aussi fort que nous, jamais. C'est-à-dire que justement c'est un des problèmes, c'est qu'on a appelé ça l'intelligence artificielle alors que ça n'a strictement rien à voir avec de l'intelligence. En fait le problème il date de 1956 quand on a appelé ça l'intelligence artificielle. Mais ça n'a rien à voir avec notre cerveau, ça n'a rien à voir avec nous. On restera les plus forts, c'est nous qui décidons, c'est nous qui les programmons, ces intelligences artificielles, c'est nous qui les contrôlons. Maintenant, on peut faire n'importe quoi avec. Comme tous les outils, on peut très bien les utiliser à mauvais escient. Donc c'est notre décision. Bah alors du coup ça sert à quoi ? Parce que vous nous décevez un petit peu là, on se dit est-ce qu'un jour on va pouvoir discuter avec un robot, avoir une conversation ? Est-ce qu'il va pouvoir nous apporter des éléments d'imagination, de création, etc. Est-ce qu'il va être concrètement un de nos compagnons un jour ? Ça servirait à Sans quoi ? nous dépasser, forcément peut-être un égal déjà. Ça servirait à quoi ? Je ne sais pas, mais si c'est pour, par exemple, avoir des compagnons dans des maladies comme Alzheimer, des choses comme ça, oui, il va y avoir des choses simples qui vont permettre d'avoir des dialogues. Il y a déjà aujourd'hui, Siri est un embryon de ça, d'accord ? Donc il y a déjà des possibilités d'avoir des dialogues. Maintenant, pourquoi avoir ça ? Moi, je préfère parler à des vrais gens, hein, c'est quand même plus agréable. Mais sinon, il ne faut pas être déçu. C'est des outils extrêmement puissants et extraordinaires. Le fait qu'on va avoir des voitures pseudo-autonomes dans les années qui viennent, ça va éliminer 80% des accidents. C'est très bien. Le fait d'avoir des machines qui sont capables de reconnaître des cancers dans des images médicales, ça va être très bien. Donc c'est des assistants, c'est des outils. Et depuis la nuit des temps, on crée des outils. Celui-là, il a été créé depuis une 50aine d'années, vraiment depuis une dizaine d'années. Il est très puissant, mais nous le contrôlons. Donc on appelle l'intelligence artificielle une ultra-masterisation des algorithmes, des calculs, mais on est bien dans ce domaine de pensée. On est en dehors de la pensée, parce que l'intelligence artificielle ne pense pas. Hein. Descartes disait cogito ergo sum. Eh ben, l'intelligence artificielle n'est pas, parce qu'elle ne pense pas. Par contre, on lui donne des données, on choisit les données pour elle, d'où le danger aussi de choisir les mauvaises données, de biais dans les datas. D'accord ? Donc, mais c'est encore nous qui choisissons. L'intelligence artificielle ne crée pas. Elle apprend néanmoins. Elle apprend, c'est-à-dire qu'elle apprend ce qu'on lui donne. Elle apprend à partir des masses énormes de données qu'on lui donne. Et il faut lui donner des données énormes pour qu'elle puisse comprendre quelque chose. Par exemple, une intelligence artificielle, il va falloir lui donner des centaines de milliers d'images de chats pour qu'elle reconnaisse un chat. Un humain, il faut lui donner 2 images de chat pour qu'il reconnaisse un chat. Donc ça prouve ici que l'intelligence artificielle n'a strictement rien à voir avec l'intelligence. Elle n'est pas capable pour l'instant de transposer une capacité acquise dans un autre domaine que
Ce pourquoi on l'a programmé? Alors c'est intéressant parce qu'on peut parler justement de l'acquis et de l'inné. D'accord? Donc ça, c'est une vieille question philosophique. L'acquis, c'est quoi? L'acquis, c'est ce qu'on apprend. Donc effectivement, la machine, on peut lui apprendre quelque chose. Il lui faut beaucoup de données pour apprendre, donc elle est un peu stupide, d'accord? Elle est beaucoup plus stupide que nous parce qu'elle a besoin de beaucoup plus de données que nous, mais elle apprend, donc c'est de l'acquisition. Mais nous, on a de l'inné ou pas, ça c'est une discussion qu'on peut avoir, mais si on a de l'inné, la machine, elle n'a pas d'inné. Est-ce qu'elle crée? Est-ce qu'elle imagine? Non, jamais. Est-ce qu'elle invente? Non, elle ne peut pas. Justement, l'innovation, l'invention, la création, la créativité, c'est le propre de l'homme aussi. Et on peut dire que c'est vraiment le propre de l'homme, parce que si on regarde n'importe quel des animaux, même qui nous entourent, je veux dire, aujourd'hui, je ne vois pas de fourmis qui conduisent une Tesla. Ouais, ils n'ont pas avancé. Non, mais on a des intelligences artificielles qui créent de la musique. Non, absolument pas. Alors justement, ça c'est un des trucs qui m'amuse. On nous dit, oh oui, regarde, elle a créé de la musique comme Mozart, ou alors elle a fait une peinture comme Van Gogh. Ah ben non, elle n'a pas du tout fait ça. On lui a donné toutes les pièces de Mozart, on lui a donné toutes les peintures de Van Gogh, et elle a dessiné une tour Eiffel comme Van Gogh. Comme Van Gogh. C'est ça le truc. Comme Kasparov, Deep Blue joue aux échecs. Exactement. Et Deep Blue, en fait, joue aux échecs parce qu'il suit les règles. Deep Blue avait tous les coups des échecs, 10 puissance 49 coups. D'accord, 10 puissance 49 coups, on peut les mettre en mémoire, c'est relativement facile. Et nous, on n'a pas 10 puissance 49 coups en mémoire. Donc la machine nous bat, et c'est normal. Une petite dernière question sur le thème général de l'intelligence artificielle. Après, je demanderai son avis à Eric sur ce thème de la définition. Est-ce qu'il y a différents niveaux de l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr. Alors par exemple, on va prendre la voiture autonome. On va parler de ça. Il y a des niveaux, niveau 1 à niveau 5. Niveau 5, on considère que c'est une voiture autonome, complètement autonome, qui fait tout aussi bien ou même mieux que nous. Alors cette voiture-là, moi je dis, ça n'existera jamais, niveau 5. Par contre, niveau 4, c'est une voiture qui va se débrouiller dans la plupart des cas. Cette voiture-là, elle va arriver bientôt, très très bientôt, et c'est elle qui va nous permettre d'avoir beaucoup moins d'accidents sur les routes. D'accord ? Niveau 2, 3, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec les Tesla et les voitures comme ça. D'accord ? Donc il y a des niveaux effectivement dans tous les domaines. Là, c'est le domaine pour la conduite, pour la voiture autonome, mais dans toutes les intelligences artificielles, il y a certains niveaux. Elles sont plus ou moins stupides, mais elles n'arriveront jamais à notre niveau. Parce qu'on ne peut même pas définir ce que c'est notre niveau. C'est quoi notre intelligence? J'allais vous poser la question. Comment effectivement on peut qualifier notre intelligence? Eric Scherer, vous travaillez sur le hub IA, France IA. Quand vous entendez Luc Julia qui dit il n'y aura pas de réelle intelligence artificielle, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais moi je ne suis pas du tout compétent pour avoir un avis là-dessus, et je ne suis pas ingénieur non plus. En revanche, j'essaye de m'intéresser aux outils que ça peut permettre les outils qui permettent d'augmenter, d'améliorer, d'optimiser, parfois de prédire certaines de nos activités. Alors aujourd'hui, c'est le cas. C'est déjà le cas. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ou en tout cas les algorithmes appliqués, nous permettent d'améliorer un certain nombre de choses. Je pense par exemple à la personnalisation des contenus adressés à des niches, à des communautés et demain à des individus pour des médias de masse qui avant, jusqu'à présent faisaient plutôt du carpet bombing et qui arrivent sur ce qu'on peut appeler une personnalisation de masse. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est l'espoir que nous avons, parce que ce n'est pas encore du tout acquis, d'utiliser l'intelligence artificielle ou ce qu'on appelle ainsi pour lutter contre les fake news, pour lutter contre la désinformation. Elle a déjà permis, d'une certaine manière, de réduire le bruit de nos boîtes email en luttant contre le spam. On espère, on ne sait pas encore comment on va le faire, on espère que l'IA va nous permettre de réduire le bruit des fake news. Peut-être qu'une des idées sur lesquelles on essaye de regarder, c'est de voir comment on peut labelliser un certain nombre de choses dans les composantes d'une information. Un peu comme quand vous avez une étiquette sur un produit bio dans un marché, un supermarché, vous allez pouvoir identifier sur ce produit quel est le colorant, quel est l'additif qui a été ajouté dans ce produit pour lui donner ce label d'organique. On espère qu'à terme, on puisse le faire pour une information organique vérifiée, pouvoir tracer l'information. Et en quoi l'intelligence artificielle intervient dans tout ça? Dans la gestion de la masse d'informations qu'il y a à traiter, qui est plus à échelle humaine? C'est ça, elle permet j'allais dire, de traiter, en tout cas de réduire le bruit d'Internet. Elle nous permet d'aller chercher peut-être l'aiguille dans la botte de foin
Ça, c'est quand on veut surveiller des signaux faibles à l'intérieur du bruit des réseaux sociaux. C'est déjà le cas d'un certain nombre d'applications. Je pense aussi aux assistants vocaux que vous avez commencé à développer, Siri, Amazon, Google, qui utilisent ces fameuses reconnaissances vocales. Vous avez évoqué tout à l'heure la reconnaissance visuelle. La reconnaissance visuelle, la reconnaissance faciale doit permettre un certain nombre doit nous aider dans un certain nombre de tâches pour aller reconnaître des gens à l'intérieur de groupes, pour nous permettre d'accélérer dans le traitement des images, dans le montage éventuellement. Tout ça, c'est de la gestion du big data. Donc là, on comprend que les algorithmes viennent nous aider. Il y a quand même un moment des robots qui écrivent des articles. Alors, on est dans quel domaine? Non. On est dans le domaine, on n'est pas dans le domaine de la science-fiction, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a des robots, des logiciels en l'occurrence, qui écrivent des articles. Alors, qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils écrivent des trucs automatisés, comme si c'était des cadres ou des cadres où il n'y a plus qu'à remplir les trous finalement. Donc, ces robots-là, ils écrivent des dépêches de résultats financiers, des résultats sportifs, des résultats électoraux, mais ils sont en fonction dans la rédaction. Et notre conviction, c'est qu'utiliser ces outils permet aux journalistes de se libérer pour faire des tâches un peu plus intéressantes, un peu plus à valeur ajoutée, de l'investigation, de l'enquête, de l'interview, et laisser le sale boulot aux machines, à ces fameux robots. Mais ces robots travaillent déjà dans les rédactions. Ça veut dire que demain, nos emplois sont sauvegardés avec l'intelligence artificielle. Elle vient nous aider, elle ne nous remplace pas. Tout à fait. Donc je crois que ça marche plus. Si donc c'est exactement ça. Ce sont des outils très très puissants qui nous permettent de faire exactement ce genre de choses-là. Quel que soit le métier, ça va venir nous épauler. C'est le petit criquet sur notre épaule qui vient nous aider à faire les choses. Et à la fin, faire en sorte que notre travail ultime soit beaucoup plus intéressant. On a plein d'exemples déjà depuis en fait des dizaines et des dizaines d'années, d'accord, qui ont montré ça. Donc ça va arriver. Je veux juste revenir sur le fake. Le problème aussi de ces outils, c'est qu'il va créer le deepfake aussi. D'accord. Donc un des problèmes de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut s'en servir pour avoir Obama qui va parler comme Trump. D'accord. Donc, si on a une autre intelligence artificielle qui fait de la reconnaissance faciale, par exemple, là-dessus, elle va être un peu troublée. Donc, ça va être compliqué. C'est une course, de toute façon, comme toutes les technologies après. Il y a les méchants et les gentils. Et il y aura une course qui va avoir lieu. Et voilà, ça va être normal. Mais on est en contrôle. Alors, vous faites partie de cette course parce que vous êtes un spécialiste technicien, pas que, mais aussi technicien de l'intelligence artificielle. Vous avez déjà quoi en tête demain pour l'intelligence artificielle? Dites-la tout de suite. Là, dans les 5 ans à venir, qu'est-ce que vous nous inventez dans le domaine de l'intelligence artificielle? Les trucs évidents, ça va être le transport, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est le truc très, très, très important parce qu'il y a des vies en jeu. D'accord, donc ça c'est très important. La médecine, on a parlé de l'imagerie médicale, mais parlons de l'ADN. L'ADN, c'est statistiquement quelque chose de très intéressant. C'est compliqué, il y a plein de chiffres, il y a plein de trucs. Donc ça va être absolument fabuleux. Ce que nous, humains, on ne peut pas faire parce que ça nous dépasse. Ce que la machine va pouvoir ingurgiter comme données et va pouvoir recracher et fixer en fait des problèmes dans l'ADN. Donc dans ces deux domaines-là, transport et médecine, c'est évident qu'il va y avoir des avancées extraordinaires dans les 5-10 prochaines années. Et parmi les médias? Dans les médias, moi j'espère, je ne sais pas si on y arrivera. Un, c'est qu'elle nous aide à lutter contre les fake news et le phénomène de désinformation. Et deuxièmement, j'aimerais bien qu'elle nous aide à co-créer avec l'audience. L'interaction avec l'audience, aujourd'hui, elle est balbutiante. Elle ne fonctionne pas bien, notamment en télévision. Elle fonctionne plutôt bien en radio, mais en télé, elle ne marche pas. Et j'aimerais bien qu'on puisse trouver ou qu'on puisse s'aider d'outils pour interagir mieux ou permettre à l'audience de mieux coproduire et co-créer avec nous. Le défi, en revanche, chez nous, maison de médias, ça va être de convaincre et d'aider nos personnels à travailler avec les machines et à aimer ça. C'est pas facile. L'intelligence artificielle, ça fait peur quand on en parle. C'est pour ça que vous écrivez ce livre. N'ayez pas peur. Alors je dis pas tout à fait n'ayez pas peur. Je dis effectivement ça n'existe pas. Celle qui fait peur n'existe pas. Ou celle qui fait trop de trucs n'existe pas. C'est ce que je dis. Donc effectivement, je dis n'ayons pas peur, mais en même temps, soyons pas des bisounours et comprenons la puissance de l'outil pour faire en sorte de contrer les méchants qui vont l'utiliser à mauvais escient.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le sentiment que l'intelligence artificielle est incontournable dans pas mal de secteurs d'activité? Qu'est-ce qui a changé dans la société? Je vais pas cracher sur les médias, mais c'est facile dans les médias de dire « Oh là là, un Robocop arrive, on va nous remplacer ». C'est plus facile de dire ça que de dire « C'est des mathématiques, des statistiques, l'homme est en contrôle », c'est moins sexy. D'accord. Donc je pense que le problème qu'on a eu dans les dernières années, surtout je dirais dans les 4 dernières années, c'est pour ça que ça m'a poussé vraiment à écrire ce bouquin, c'est que on avait tendance à raconter n'importe quoi. Donc on essaye, nous les scientifiques, on essaye de remettre sur la table la vérité. Si vous demandez à n'importe qui fait de l'intelligence artificielle au jour le jour, ils vont être alignés avec ce que je dis. D'accord. Donc c'est tout. Il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas faire croire n'importe quoi. Il faut dire juste la vérité et pointer les problèmes. Il y a des problèmes, mais il faut les comprendre. Mais ces problèmes, ils ne sont pas tellement dans l'intelligence artificielle, ils sont dans nous. Ça, c'est quelque chose, justement, pour terminer là-dessus, Eric. Il y a un hub France IA qui a été créé, France Intelligence Artificielle qui a été créé en France, justement pour cerner, vous êtes responsable du pôle média, mais il y a tous les pôles qui cernent toute la société. Et de manière transverse, et vous l'évoquez entre deux lignes, c'est le problème éthique. Ce sont les problèmes éthiques qui sont liés au choix des données, au choix des ingénieurs, au choix de leur background, de leur ethnicité, de qui fait quoi, qui fabrique finalement ces algorithmes dont on se sert toute la journée. Pour nous, ils sont transparents, ils sont un peu comme l'électricité dans l'air, donc on ne sait pas comment ils ont été produits et par qui. Et aujourd'hui, la régulation et le cadre juridique court vraiment derrière, loin derrière, pour essayer d'encadrer ce qui se passe. On a vu les problèmes liés aux élections américaines. On voit encore aujourd'hui des risques liés à l'apparition de technologies qui peuvent produire de la fausse information ou de la désinformation. Et oui, les défis sont devant nous là. Tout à fait. La régulation, c'est un problème, c'est quelque chose de très important. La régulation a valeur éducative. D'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que la régulation a 10 ans de retard sur la technologie. D'accord. On a vu ça avec RGPD, par exemple, qui est arrivé en 2018 en Europe. Les premiers problèmes de privacy, je ne sais pas comment on dit en français, mais sont arrivés vraiment dans les années 2000. D'accord. Donc il a fallu presque 20 ans pour pouvoir réaliser. Mais en même temps, la valeur éducative de la régulation est très 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 importante parce que les gens, quand il va y avoir une règle, quand il va y avoir une loi, ils vont dire « Ah ben c'est pas bien, il y a quelque chose, il faut faire attention ». Juste une dernière question, vous venez de loin pour nous voir là, je voulais savoir, vous rêvez de quoi pour l'intelligence artificielle de demain? Moi, je rêve de ce petit criquet dont je parlais tout à l'heure, qui est toujours là à m'assister, à m'aider dans toutes mes tâches quotidiennes ou dans mes tâches professionnelles. Enfin, n'importe quand, tout le temps, j'ai des aides, j'ai des assistants. Et la vie est juste facile et ça me permet de me libérer. On parlait tout à l'heure de libérer au niveau professionnel, mais ça me libère aussi au niveau social. C'est-à-dire que j'ai plus d'interaction avec les vrais gens, avec ma famille, avec mes enfants. Et ça me permet de faire ça. Voilà, c'est ça l'intelligence artificielle pour moi. Eh ben, c'est formidable. Merci infiniment, Luc Julia, d'être venu. Merci. Eric Scherer, vous retrouvez d'autres discussions sur metamedia.fr. On parle de l'environnement, on parle de l'intelligence artificielle, on parle des écritures immersives, on parle des nouvelles technologies. Et puis si vous voulez développer un petit peu certains sujets, vous allez sur notre plateforme Innovation France Télévisions, c'est France TV Lab. Et tout à l'heure, d'autres mises en ligne de discussions ici à la maison de Radio France, sur le plateau de France Télévisions et le Festival Média en scène. À tout à l'heure.